fois, on m'a demandé de faire une conférence sur les lois du Lachon Hara. Alors, j'ai dit, moi, j'aime pas le Lachon Hara. Ce que je veux, c'est le Lachon Hatov. Alors, je vais expliquer de quelle façon, non pas ce qui est interdit, mais ce qui est permis. Or, si vous regardez un petit peu les situations dans lesquelles nous sommes, très très souvent, on est sans méchanceté. Qui c'est qui est méchant ici? Personne n'est méchant, n'est-ce pas? Mais on en vient à dire des choses qui sont interdites parce qu'on se dit c'est nécessaire. Donc, nous allons voir ici 7 conditions pour comprendre dans quel cas c'est nécessaire. Alors, ce petit schéma va nous aider. Il y a écrit, il y a un passouk dans Michelet qui dit Koshram al esbaotecha, attache les paroles de la Torah à tes doigts. Alors, ce passouk m'a fait penser que puisque alors j'ai demandé à une de mes élèves, et moi je ne sais pas très bien décider, mais enfin j'ai demandé à une de mes élèves de me faire un joli dessin que vous avez devant les yeux, où on va apprendre à compter jusqu'à 7. Alors pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim nous dit il y a 7 conditions nécessaires pour permettre le Lachon Hara. Ainsi qu'il est dit, tu leur tourneras ta langue dans ta bouche cette fois. Bon, alors, nous avons remarqué que chaque doigt a une valeur, vous pouvez regarder de l'autre côté. Ce dessin explique les 7 conditions qu'il faut vérifier avant de dire ou d'écouter du Lachon Hara. On verra beaucoup de détails. Et le Lachon Hara utile, le Tohelet, parfois indispensable. Il faut connaître les précautions. Alors, quelles sont ces précautions? Première précaution, utile, pouce. Comme vous savez, quand on joue, on dit on arrête, pouce. Oui. Alors, c'est-à-dire, le but des dinim du Lachon Hara, c'est quoi? C'est ne pas faire du mal à quelqu'un. On peut faire du mal par la parole, on peut faire du mal par des sentiments d'envie, de colère. Bon, la Torah nous dit, ne fais pas du mal à quelqu'un. Oui, mais parfois, je veux éviter du mal à quelqu'un. Par exemple, je vois un de mes amis qui va rentrer dans un magasin et je sais que ce magasin est beaucoup plus cher qu'un autre. Alors, je vais lui dire, ne va pas dans ce magasin, je suis en train de te dire du mal de ce magasin, parce que je veux ton bien. Donc la Torah nous dit que dans un cas où on veut le bien de quelqu'un, il est permis de prévenir et de dire du Lachon Hara. Ce n'est pas par haine, mais c'est pour protéger. En fait, c'est pour faire du bien. Et la Torah nous dit que dans un cas pareil, vous allez peut-être me demander, mais comment? Je dis du mal pour faire du bien. Alors, peut-être qu'il ne faut pas. Alors, nos Chachamim, le Chafetz Chaim a expliqué qu'on peut déduire ça du verset « Lo ta'amod al dam re'echa » ne reste pas insensible à la souffrance de ton prochain. Alors, si je vois qu'il va tomber dans un trou, je lui dis « Attention, il y a un trou ». Si je vois qu'il va tomber dans les mains d'un vendeur qui est un escroc, je lui dis « Ne le fais pas ». Vous voyez? Donc, ça s'appelle le tohelet, dans un but utile. Alors, il faut que ça soit un but utile. Alors, j'ai expliqué un petit peu. La Torah interdit de causer du tort par le Lachon Hara, mais si c'est pour éloigner quelqu'un d'un dommage, l'éviter de s'associer à un malhonnête, ou bien d'éduquer les enfants, de ne pas prendre exemple sur un rachat, mauvaise influence, etc., c'est permis.
Alors, c'est le principe de base, c'est le pouce, c'est le principe de base, il faut que ça soit dans un but utile. Mais il y a des fois où c'est pas utile. Par exemple, il ne m'écoutera pas. Je sais qu'il ne m'écoutera pas. Alors, à ce moment-là, le Rav Israël nous dit, il ne faut pas dire. Exemple, votre enfant, je ne sais pas lequel, votre fils ou votre fille, votre fils est en train de faire un chidour. Et vous savez que c'est une... Par exemple, s'il s'agit d'une fille, vous savez qu'elle a eu une mauvaise éducation et que c'est pas bien. Alors, nous dit le Chafetz Chaim, on peut le prévenir, prend toutes les précautions possibles pour que, etc., etc. Mais si il a déjà commencé, et je sais que les deux se trouvent sympathiques, donc il ne m'écoutera pas, alors je ne dois rien dire. De quoi je me mêle? Comprenez? C'est exactement votre question, n'est-ce pas? Dans les cas où c'est utile, je vais ajouter un mot. C'est pas seulement utile, c'est efficace. Ça veut dire ça marchera. Oui. À ce moment-là, j'ai le droit. Ça s'appelle première condition que ça soit le toel. Chaque fois, par exemple, quelqu'un, imaginez un de vos voisins. Vous dit, vous êtes une femme formidable et tout ça, je sais que vous êtes très très gentille, est-ce que vous ne pouvez pas me prêter 5000 shekels? Alors, vous demandez à votre... tu la connais celle-là, elle pourra me rembourser, elle ne pourra pas te rembourser, elle m'a déjà emprunté il y a 1 an, tant et tant de shekels, elle ne m'a jamais remboursé. Ah, alors si c'est comme ça, je suis prévenu. C'est utile. Et là, je dois avoir, comment je dirais, je dois prendre mes précautions. Ça, c'est la kavana. C'est ça l'intention principale de la Lashon Hara, le to'elet. Éviter un dommage à quelqu'un. Bon, l'exemple le plus gros, si on peut dire, c'est l'histoire de Gedalia ben Achikam. Alors, vous savez que le lendemain de Rosh Hashanah, c'est le Tzom Gedalia. Pourquoi en jeûne? Parce que Gedalia a été assassiné. Bon, Gedalia, il était gouverneur en Eretz Israël, nommé par les Goyim, etc. Bon, et puis alors, on a dit à Gedalia, on lui a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui s'appelle Ishmaël quelque chose, il a envie de t'assassiner. Alors, fais attention. Et lui, il a dit, non, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas obligé de rentrer. Il m'a demandé une visite. Oui, mais tu peux lui dire, laisse ton épée dehors. Non, il n'y a rien à craindre. Bon, le brave Gedalia s'est fait assassiner. Alors, nous jeûnons le lendemain de Rosh Hashanah pour quelqu'un qui n'a pas voulu écouter du Lashon Hara. Mais est-ce que vous réalisez l'importance de la Lashon Hara, le to'elet? On est obligé de prendre ses précautions. On l'avait prévenu. Et par, je ne sais pas toutes les conditions, pourquoi il n'a pas voulu prendre les précautions qu'on lui a demandé de prendre. Je ne me rappelle pas de ça. Mais l'idée de base est, nous avons le droit de prendre des précautions. C'est tout. Bon, deuxième condition. Et la deuxième condition... Alors regardez, dans la main... Vous avez peut-être jamais remarqué, mais c'est comme ça. Il y a 2 doigts qui sont forts et il y a 2 doigts qui sont faibles. C'est comme ça que Shboro nous a créé. Avec 2 doigts qui sont forts, on appuie fort, et puis 2 doigts qui sont plus faibles. Bon. Et puis, dans la main d'à côté, il y a aussi 2 doigts qui sont forts. Alors, nous avons remarqué qu'il y a 2 conditions où il y a quelque chose de fort et 2 conditions faibles. Alors c'est quoi? Eh bien, les conditions numéro 2 et numéro 3, il y a le mot « s'assurer que ». Être sûr de quelque chose. Comme une notion forte, on doit en être sûr. Alors, condition numéro 2, s'assurer que ce que l'on va raconter est vrai. Par exemple, il paraît que ce magasin est plus cher. Interdit de
J'ai acheté une robe ici, chez le voisin, la même robe était 10% moins chère. Ah, tu l'as vécu, je te crois. Mais si c'est une rumeur, il est interdit de se baser sur une rumeur. Oui. Je dis à mes enfants, n'allez pas jouer le Shabbat chez ce voisin parce que il a la télévision. Ah oui, tu l'as vu? T'es sûr? Il paraît qu'il n'est pas comme chez nous, par exemple. Il paraît. On n'a pas le droit. Il n'est pas permis de prendre pour vrai quelque chose que l'on suppose. Il faut être sûr. S'assurer que ce que l'on va raconter est vrai, soit en l'ayant vu personnellement, soit après l'avoir entendu d'une personne digne de confiance avec preuve à l'appui. Alors, s'assurer que ce qu'on va dire est vrai. Vous savez, le grand principe dans tout ce chapitre, il faut bien retenir cette phrase. Faire la différence entre des faits et des jugements. Un fait, c'est quelque chose de clair. Un jugement, c'est une opinion. Je n'ai pas de preuves sur les opinions. Les jugements, on peut se tromper. Les faits, ils sont. Par exemple, alors j'ai quelques exemples exceptionnels. Un parent vient se plaindre chez le directeur au sujet d'un professeur. Ce professeur est trop sévère. Il ne sait pas comment s'y prendre avec mon fils. C'est quoi? C'est un fait ou un jugement? C'est un jugement. Qu'est-ce que ça veut dire trop sévère? Ça veut dire quoi? Alors, si le directeur reçoit cette critique pour vrai, sans vérification, il y a Issur Lachon Hara. Ah, vous avez raison. Lachon Hara, le directeur n'a pas le droit d'accepter. Il faut qu'il dise, je vais vérifier cette information. Je vais vérifier, on verra. Est-ce que c'est vrai? Mais malheureusement, parfois le directeur dit, non, c'est votre enfant qui est comme ci et comme ça. Ah, vous faites du Lachon Hara sur mon enfant. Donc, c'est pas permis pour le directeur de répondre de cette façon. Il faut vérifier. Donc, il fallait parler en termes de solution. Qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben voilà, il lui a demandé, parce qu'il est arrivé en retard, de recopier 500 fois, je ne dois pas arriver en retard. Enfin, le genre de punitions qu'on connaissait dans notre enfance, qui sont complètement idiotes, antipédagogiques, qui servent absolument à rien. Alors, regardez ce professeur, il a des méthodes qui n'existent plus. Comment? Ben voilà, la feuille de 500 fois, etc. Ah, c'est un fait. Alors, on peut juger sur un fait. Bon. Ou bien, dans un cas contraire, un prof vient chez le directeur, parce que dans le cadre scolaire, malheureusement, c'est très très fréquent. Un professeur vient chez le directeur et dit, vous savez, cet élève-là, j'en peux plus, il m'énerve au plus haut point. Faites quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, il vous énerve? C'est un jugement ou un fait? C'est un jugement. Si vous dites, il arrive systématiquement en retard tous les matins, c'est un fait. Ou bien, il n'a jamais appris sa leçon. Ça peut être à la limite, n'est-ce pas? Mais comprenez bien, nous devons avoir l'habitude de faire une différence entre les faits qui sont permis de raconter quand c'est le Tohélet, parce que le fait, on peut vérifier s'il est vrai ou pas, et les jugements, que les jugements sont sujets, comme on dit, c'est aléatoire, c'est subjectif, une fois comme ci, une fois comme ça. Voyez? Donc ça, il faut bien avoir en tête cette différence des deux notions. Alors, on va s'assurer que ce qu'on raconte est vrai. Un fait, on peut vérifier s'il est vrai. Un jugement, on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est? Il est trop sévère. C'est quoi trop? C'est pas, vous voyez? Donc là, il y a aussi, évidemment, quelque chose qui n'est pas vérifiable. Or, la deuxième condition, c'est le doigt fort, c'est l'index, s'assurer que ce qu'on va dire est vrai.
troisième condition, s'assurer que ce que l'on va reprocher à cette personne est vraiment une chose mauvaise. Ça veut dire, avant de raconter, il faut s'assurer que nos accusations sont fondées. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ce vendeur a-t-il vraiment trompé son client? Vous savez, j'ai été là-bas, oui, le vendeur, il m'a trompé. Je l'ai vécu. Je vous dis que c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire tromper? Peut-être que d'après la Torah, il avait le droit de vendre 10% plus cher. Oui. Donc, ce n'est pas le terme. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment mauvais d'après la Torah? Comprenez? D'après la halakha. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, comment on peut dire, qu'on peut reprocher d'après la Torah? Par exemple, imaginez que vous connaissez un cas où il y a eu une dispute entre deux personnes et vous savez qu'il y a des rumeurs. Et puis vous voyez des gens qui vont... Là, ils sont en train, je suis sûr qu'ils vont raconter du Lachon Hara. Alors vous avez le droit de venir et de dire, vous savez, il faut éteindre le Kavsrout. Moi, je connais bien le dossier. Vous racontez des choses qui sont fausses, du Lachon Hara. Moi, je connais le dossier, je vous dis que c'est pas comme vous pensez. Je connais les détails, c'est pas comme vous pensez. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment mauvais? Vous connaissez pas les détails. Moi, je vous dis que c'est pas vraiment mauvais. Et qu'Alpi Halakha, par exemple, un tel avait le droit de faire ça ou quoi. Vous voyez? Donc, les détails halachiques sont nécessaires. Si quelqu'un veut s'associer à un autre pour, par exemple, investir de l'argent chez lui, et vous savez que vous avez investi chez ce monsieur qui est spécialisé en investissement, et puis ça n'a pas rapporté ce que vous pensiez. Il vous a dit, ça vous fera, je ne sais pas combien, 10% d'intérêt, et puis en vrai, il n'y a pas. Alors, on vient vous demander conseil, qu'est-ce que tu en penses? Alors je dis, oh, c'est du bluff. Ce qu'il raconte, c'est pas vrai, c'est du bluff. Il vous promet moins et merveille, mais ça marche pas. Pourquoi? Il m'avait promis tel investissement, et alors maintenant, au niveau de la halakha, est-ce que c'était une promesse ou un engagement dans le contrat? Ah, c'est vrai, il ne s'était pas engagé par contrat. Alors qu'est-ce que vous me racontez du Lachon Hara sur lui? Il vous avait dit, je pense que ça rapportera 10%. Mais c'est vrai, oui, moi j'ai vécu ça, hein, par exemple. Bon, pas moi, mais je veux dire... Alors, mais est-ce que c'est vraiment... Alors, d'une part, le fait est vrai, mais est-ce qu'il est répréhensible d'après la halakha? S'il n'y a pas eu contrat, il n'y a pas de tromperie. Alors, j'ai pris ça à titre d'exemple, vous comprenez, pour montrer que nous devons décider si la chose est mauvaise, répréhensible ou non. Je dois le décider d'après la halakha, et pas d'après uniquement mon jugement. Alors, j'ai pris l'exemple d'un engagement verbal. Vous avez raison, parfois l'engagement verbal engage pour de bon. Oui, c'est vrai. Bon. Mais on va peut-être prendre un exemple style Chidour. Voilà. Alors, imaginez quand vous voulez vous renseigner sur une jeune fille pour votre fils. Alors on dit, ah, cette jeune fille, elle louche. Est-ce permis ou interdit? Premièrement, je l'ai vu, c'est un fait. Deuxièmement, quelque chose qui se voit, il n'y a pas de Lachon Hara. La première fois que tu la verras, tu verras bien qu'elle louche. Il n'y a pas d'issour Lachon Hara pour une chose pareille. Mais si tu dis, oh, elle louche... Ah, ça c'est très très grave, parce que j'ai dit, c'est une fille pas bien. La preuve, soi-disant, hein, c'est qu'elle louche. Non, vous voyez, dans le ton, on a ajouté, si on dit, tu sais, c'est une fille formidable,
Mais bon, elle a un problème, elle louche. Mais tu te verras toi-même qu'elle louche. Vous voyez? Donc, c'est là qu'on doit faire très, très attention. Maintenant, si vous allez demander des renseignements, alors là, parce que vous savez, la Lachon Hara, c'est pas simplement l'interdit de dire, mais même d'écouter du Lachon Hara. Alors, quand je vais chez quelqu'un et je lui dis « Qu'est-ce que tu penses d'un tel ou d'une telle ?» Par exemple, ma fille je cherche un bon bachour pour une yeshiva. Bon, alors, je vais demander sur un bachour. Il faut que je dise, tu sais, c'est le Tohelet. C'est utile. Parce que si je ne lui dis pas, alors je le fais trébucher dans la Avera, peut-être de la Lachon Hara. Et ça, c'est important de savoir que quelqu'un qui pose des questions pour un chidour doit faire attention de ne pas induire en erreur, dans l'erreur de la Lachon Hara, ceux à qui je m'adresse. Hein? Alors, il y a des détails qui... par exemple, tenez, il est interdit de demander à un médecin sur un concurrent, dites-moi, cet autre médecin-là, c'est un bon médecin? Alors, il ne faut pas demander, parce que il est tenté de dire, il est moins bon médecin que moi, vous voyez? Donc, il ne faut pas parler de concurrent. Avant un concurrent, on ne doit pas mentionner. Alors, en tout cas, nous retenons, premièrement, Tohelet, pouce, uniquement dans un but utile et efficace. Deuxièmement, s'assurer que ce qu'on dit est vrai. Troisièmement, s'assurer que c'est vraiment interdit d'après la halakha. Par exemple, si vous dites « Ah, celui-là, je l'ai vu rouler en voiture le Shabbat. C'est terrible. C'est un hypocrite. Je croyais qu'il était froum. » Alors, mais oui, il a amené sa fille, qui doit accoucher. Il est en train de l'amener à la clinique. Ouais. Donc, il faut être sûr que ce qu'on dit est réellement un interdit d'après la halakha. Alors, il y a des cas un petit peu moins, comment on pourrait dire, flagrants que celui qui va à l'hôpital pour Shabbat, mais pensons qu'il faut vérifier le côté, est-ce que c'est vraiment une chose mauvaise? Nous arrivons ici à limiter nos paroles. Oui, mais quand j'entends quelqu'un dire du Lachon Hara devant moi, comment je dois réagir? Alors la première chose à lui dire, dis-moi, tu l'as vu personnellement? C'est vrai ce que tu me dis? C'est une rumeur ou tu l'as vu personnellement? S'il vous dit, je l'ai vu personnellement, t'es sûr qu'on ne peut pas être dans le Kavsrout? T'es sûr que c'est vraiment mauvais? Et puis, en général, ils arrêtent à ce niveau-là. Et il peut y avoir que, après tout, on entend et tout. Alors, il faut penser, il a de la haine, il raconte ça parce qu'il veut vider sa haine, mais je ne peux pas croire quelqu'un qui a de la haine pour un autre. Il me raconte ça pas dans un but utile. Il me raconte ça, ou il le raconte à d'autres. Pourquoi il raconte à plusieurs? S'il y en a un qui est concerné, alors il faut qu'il raconte à lui. Pourquoi il raconte à plusieurs? Ah, il veut diffuser, il veut colporter, il veut répandre une rumeur. Mais c'est sûr que c'est mauvais. Alors arrête de te parler des choses pareilles. De toute façon, je ne te crois pas. Voilà. Parce que dire du mal en public, sans que ça soit dans un but intéressé et utile, c'est pas le Tohelet. Arrête de parler. Alors on peut dire je n'accepte pas. J'accepte pas, j'y crois pas à ce que tu me racontes. Alors si vous dites comment tu crois pas, mais je te garantis, celui-là. Oui, alors tu parles avec haine. C'est justement ça la preuve qui fait que je t'écoute pas. C'est tout. Comprenez? Chaque fois qu'il y a un sentiment négatif, oui, c'est justement là qu'est le Lachon Hara. C'est ça l'idée, pouce, utile uniquement à celui qui est intéressé. Quand on est en train de me dire, tu sais, dans tel magasin, c'est des voleurs. J'ai pas l'intention d'acheter là-bas. Pourquoi tu me racontes ça?
C'est tout. Voilà. Donc, je ne suis pas concerné. Ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors, évidemment, il y a des fois où on entend des choses sans le vouloir et on doit enlever, et ça, c'est très, très difficile. Quand vous avez entendu un propos négatif et il vous semble que peut-être c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler à soi-même. Il y a sûrement un tzad limutzrout, on peut être l'ometzrout, on peut juger du bon côté, il y a peut-être des circonstances atténuantes. On doit se parler à soi-même pour sortir le côté négatif de ce qu'on a entendu. On doit sortir le côté négatif. Et ça, je crois que c'est un travail, c'est vrai. Mais ça fait partie du pasouk. Je dois aimer ce juif comme tous les juifs. Alors on m'a dit qu'il a un défaut. Et alors j'en ai pas? Moi aussi j'en ai. Sur un groupe de gens, sur une collectivité. C'est très grave parce que ça se multiplie. Si par exemple quelqu'un dit « Ah, j'aime pas prier dans cette synagogue parce que là-bas, dans la Ezrat Nashim, on fait que discuter de mode. » Alors, qui sait? Il y en a une qui discute de mode, mais les autres, ils prient sérieusement. Alors, on ne peut pas juger une collectivité. Il faut faire très, très attention de ne pas juger les collectivités. Et ça, c'est un kitroug, c'est quelque chose de très, très grave. Il y en a qui vont vous dire, les Chassidim, ils sont comme ça, l'autre dira, les Sfaradim, ils sont comme ça, et l'autre dira, les Ashkenazim, ils sont comme ça, et le troisième vous dira, et les Yekes, ils sont comme ça, et les Lituaniens, ils sont comme ça. Chacun y trouvera des défauts. Et là, les 12 tribus étaient unies. Et chacun avait ses qualités et sa spécialité. Bon, alors, on en est maintenant... Alors on a dit 1, 2 et 3, c'est 2 conditions indispensables. C'est ce que j'appelle les doigts forts. Maintenant, il y a 2 conditions faibles, si possible. Alors quelles sont ces 2 conditions? Est-il possible de lui faire le reproche? Alors, est-ce que c'est possible de faire le reproche? Si je peux, je dois faire le reproche à la personne plutôt que de parler derrière son dos. Fais-lui le reproche. Après, tu verras. Alors, par exemple, si notre but est que les acheteurs ne soient pas trompés, on pourrait peut-être éviter ces tromperies en les reprochant aux vendeurs. Vous savez, parfois ça marche pas. Alors c'est une condition si possible. Vous voyez, bon, imaginez que je vous dise, voilà, j'ai eu entre les mains un livre d'un penseur juif, c'est plein d'apicorsoutes. Qu'est-ce que tu dis du mal de ce brave homme? Je dis du mal, j'ai lu le livre, c'est incorrect. Est-ce que c'est vraiment de l'apicorsoute? Alors j'en réfère au Shulchan Aruch, aux choses que j'ai appris, et j'ai décidé, non, c'est vraiment apicorsoute. Bon, alors maintenant, est-ce que je peux lui faire le reproche? Le livre, il est publié, il est vendu partout. Je ne peux pas faire le reproche. Donc cette condition, elle n'est pas toujours possible. Elle n'est pas possible. Mais j'ai le droit de dire, méfiez-vous, si vous lisez ce livre, ne croyez pas que tout ce qui est écrit noir sur blanc est vrai. C'est pas vrai. Il y a de la picorsoute. Voilà. Donc là, on a évidemment une condition, c'est ce que j'appelle une condition possible, éventuelle. Cinquièmement, est-il possible d'obtenir ce résultat sans faire le lachon hara? Alors là, vous avez donné tout à l'heure un très très bon exemple. Je vois que quelqu'un va faire un achat dans un magasin, je lui dis, écoute, moi je connais un bon magasin. Celui-là, je ne sais pas, mais il y en a un, il est moins cher, très sympa, etc., etc. Il est tellement sympathique que même si vous n'avez pas envie d'acheter, il va vous convaincre. Le Chafetz Chaim nous dit, ça se déduit de l'otamod al-dam recha. C'est-à-dire, si je pense qu'il risque de trébucher et de tomber dans une erreur, moi je dois l'empêcher de tomber. Devant moi, il va tomber.
Alors vous allez me dire, oui, mais le pauvre vendeur. Alors je peux lui dire, vérifie, réfléchis. Parce que, évidemment, attendez, ça va dans l'autre sens, allez dans l'autre sens. Si j'ai dit du lachon hara à tout le monde sur ce vendeur d'habits, par exemple, sur ce magasin d'habits, chaque fois que je vois quelqu'un devant la porte, n'achète pas, c'est plus cher qu'à... Mais je vais lui faire faillite. Donc, je n'ai pas le droit de diffuser. Il y a un problème de diffusion. Je n'ai pas le droit toujours de diffuser. Il faut réfléchir bien dans les termes qu'on emploie, n'est-ce pas? Il y a des fois, il y a des choses qu'on peut. Dans les cas de doute, il faut parfois s'adresser à un rave qui connaît bien ses dynimes. Là, nous avons, vous savez, le Chafetz Chaim, quand il a sorti son Sefer. Quel était le chidouche du Chafetz Chaim? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau, le Chafetz Chaim? Alors, la première chose que le Chafetz Chaim s'est rendu compte, c'est que le Chorban Beit HaMikdash était dû à la Lachon Hara. On le savait. Et puis, il a regardé dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de chapitre sur Ilchot Lachon Hara. Alors, le Chafetz Chaim s'est étonné. Comment ça se fait? Et alors, il s'est rendu compte que les principes d'interdiction du Lachon Hara sont par petits morceaux à travers tout le Shas et tous les Midrashim. Alors il a décidé de grouper tout ça et de montrer la halakha à travers tous les facteurs. Et c'était un travail énorme. Le Sefer du Chafetz Chaim lui-même est un travail de recherche halakhique très, si je peux dire, très pointu, très compliqué. Et c'est pourquoi nous préférons, de façon plus utile, se servir d'autres sfarim. Par exemple, celui-ci, qui sur Ilchot Lachon Hara, c'est de Rav Freiman, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'était, Chaim Freiman, et c'était un enseignant de Lachon Hara, de Ilchot Lachon Hara, dans un séminaire de jeunes filles. Et donc, il a simplifié, il a groupé toutes les choses de façon encore plus simple que dans le Sefer du Chafetz Chaim. Et évidemment, c'est très, très facile d'accès. Si vous lisez le Chafetz Chaim lui-même, très souvent vous sentirez, c'est pas facile à digérer tout de suite, c'est pas utilisable immédiatement. Alors que dans ce Sefer, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle le Tohelet. Il a groupé, dans le Chafetz Chaim, c'est à plusieurs endroits. Il a tout groupé dans un chapitre qui s'appelle le Tohelet. Et après, il donne des exemples. Il y a une douzaine d'exemples. Dans ce cas, comment ça sera? Ilchot Lachon Hara dans Shidur, Ilchot Lachon Hara dans un investissement, Ilchot Lachon Hara dans un cadre scolaire, etc., etc. Il y a plein d'exemples où on se rend compte de quelle façon gérer ce problème, qui n'est pas toujours facile. Alors, on a vu maintenant, donc, 4 et 5, les deux doigts faibles, qui sont des conditions si possible. Alors, si possible, faire le reproche à la personne, au lieu de parler derrière son dos, parfois on peut pas. Et aussi, est-ce qu'on peut arriver, si possible, arriver au même résultat sans dire de Lachon Hara? Par exemple, imaginez qu'on propose à votre fils une jeune fille que vous savez qui ne gardera pas les lois de la sniout comme il faut. Alors on vous dit, qu'est-ce que tu en penses? Je veux proposer cette jeune fille pour mon fils. Tu sais quoi? J'ai un chidour formidable pour ton fils. C'est tout. Je suis arrivé au même résultat sans dire du mal. Je propose autre chose. Ou comme vous avez suggéré tout à l'heure, je te donne un autre magasin. Tu veux savoir celui-là? Je peux prendre. Mais si on dit, tu sais, je te raconte pas. Hein? Ça, c'est la Lachon Hara. Je connais beaucoup de choses que je ne veux pas dire à cause de la Lachon Hara. Ça, c'est interdit. Imaginez quelqu'un qui est habitué à tromper les clients, un voleur. Vous savez, il y a quelqu'un qui est rentré une fois chez Rabban Epstein, Zichrono Livracha, et qui lui a dit... il a parlé d'un cas de quelqu'un qui était un voleur. Il a dit, il est un voleur. Il ne gagnera sa vie qu'en volant. Parce que c'est comme ça qu'il a décidé de vivre. Oui, il faut bien comprendre que
moi, j'ai un chiyuv de bitachon. Moi, je dois avoir confiance. Je me conduis selon la halakha. Je ne vends pas, je trompe pas les clients. Hachem, il me donnera des clients. Ma confiance, elle va parce que je me conforme à la halakha d'Hachem. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé d'avoir confiance pour lui. Vous comprenez? Moi, je dois faire en sorte que je ne trompe pas un tel. Je n'ai pas le droit de tromper en pensant, mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu lui donnera par ailleurs. Ça ne marche pas, ça. Akadosh Baruch Hu, il veut que les choses se passent selon la Torah, selon la halakha. Vous voyez? Donc, il faut bien avoir en clair ces idées-là. Imaginez que quelqu'un subit un vol. Bon, alors, deux choses. Premièrement, il a le droit de courir, d'appeler la police pour chercher le voleur. Mais d'un autre côté, il doit avoir confiance que tout vient d'Hachem. C'est deux choses différentes, c'est deux plans différents. Il est interdit de voler, donc j'ai le droit de récupérer. Mais d'un autre côté, je dois faire cheshbon hanefesh. Je dois me dire peut-être que si Hachem a fait qu'il y a eu un voleur chez moi, peut-être c'est parce que moi je sais pas, comme une histoire dans la Gemara, qu'il n'avait pas donné de tzedaka comme il fallait, vous voyez. Mais ce sont deux plans différents. C'est pas parce que moi je fais tchouva sur la mitzvah de tzedaka que j'ai pas le droit d'aller à la police. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que nos ancêtres, mon grand-père par exemple, c'était hier son yahrzeit, mon grand-père, Zichrono Livracha, est mort à Auschwitz. C'est pas parce qu'il est mort al Kiddush Hashem et que moi j'hérite de son mérite que les criminels, ils ont moins d'avéra. C'est deux plans différents. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. C'est deux plans différents. Le criminel est un criminel, il est coupable. Mais d'un autre côté, il y a un cheshbon shamayim, il y a un calcul divin qui est pourquoi ci et pourquoi ça. Ce problème est bien expliqué dans une petite brochure qui s'appelle « Comment voir la Providence ». Bon, alors on en est maintenant, puisque nous avons fait les 5 premières, eh bien, pour arriver à 7, il faut ajouter 2 doigts. Et nous avons remarqué qu'il y a 2 conditions où il y a le mot « ajouter », comme par hasard, évidemment. Bon, alors... tenez, 5e, est-il possible d'obtenir ce résultat sans faire la shonara? Parfois, il suffira de conseiller d'aller ailleurs. Une solution, trouver une solution qui ne passe pas par du lachonara. Bon. 6e, il faut veiller à ne pas ajouter aucun détail au fait que l'on raconte. Voilà. Je raconte quelque chose de lachonara. C'est vrai. Je sais que c'est pas bien. Mais on n'a pas le droit ni d'ajouter, ni d'enlever un détail. Si par exemple, comme c'est l'habitude, on dit « Ah, celui-là, il vend toujours très cher », que c'est toujours. C'est combien de fois toujours? Mais j'étais là-bas. T'as acheté quoi? T'as acheté toujours? Non, j'ai acheté une fois. Ah, t'as acheté une fois. Alors une fois, c'était trop cher. Oui. Donc, d'ailleurs, remarquez que la généralisation, c'est un jugement et pas un fait. Or, nous avons tendance à dire « Ah, toujours, c'est toujours comme ça, et partout, et je sais pas moi, les taxis sont toujours trop chers. » Oui, parfois non, vous comprenez. Dans ce pays, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ouais, ils ne sont pas capables de faire une coalition gouvernementale. Oui, bon, mais c'est leur problème. J'ai autre chose à faire que de penser à ça. Mais remarquez que chaque fois qu'on généralise, c'est comme si on enlève la possibilité de juger le Kavzrout. Parce qu'on ne raconte pas exactement la chose. Et alors, il ne faut ni enlever aucun détail afin que l'on puisse juger favorablement le Kavzrout et raconter les faits et non les jugements. C'est la 6e condition. Alors, est-il permis de dire du Lachon Hara sur les goyim? Alors, en effet, c'est une question. En principe, minadine, c'est permis.
Parce que le din de Lachon Hara est à cause, comme on a dit, d'éviter l'ifné vers l'otitan mirchol, ça se déduit, si vous voulez, de l'otikom velotitov, avtar kamocha, etc. Mais le Chafetz Chaim dit prendre l'habitude de ne pas dire du Lachon Hara est très très importante. Et c'est pour ça que j'ai mis au dos de la page faire attention au Lachon Hara, tout en bas, c'est s'entraîner à voir les qualités des autres plus que leurs défauts. Vous connaissez peut-être cette anecdote très connue des Talmidim du Baal Shem Tov, qui est, d'ailleurs, dans la Gemara, il y a une anecdote de ce genre. Il passe devant un cheval qui est très très maigre, et les élèves disent « Oh là là, ce cheval, il est terriblement maigre et tout. » Et puis voilà que le Rav dit « Oui, mais regardez les dents blanches qu'il a. » Oui. C'est, évidemment, un cheval, il a des grandes dents blanches. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de s'entraîner à voir le bien. Il faut réaliser que pourquoi c'est tellement important le Issour Lachon Hara? C'est parce qu'on met notre habitude à voir les défauts autour de nous. Ça provient, regardez bien, de quoi ça provient? Ça provient de notre idéal de perfection. C'est parce que moi, j'aimerais que le monde y soit parfait. Alors ça va pas, et puis ça, c'est de travers, et puis cela... Et finalement, on passe son temps à se plaindre. Ça s'appelle la nirganout. Et le Chafetz Chaim insiste beaucoup sur le fait de ne pas... Vayin ragnu be'olehem. Ils se sont plaints. Ils sont dans le midbar, ils reçoivent la manne. Ah oui, mais vous vous rendez compte, tous les matins, il faut sortir chercher la manne. On ne peut même pas en prendre pour plusieurs jours à la fois. Dis donc, mais tu réalises un petit peu, tu as une bracha formidable d'avoir de la manne tous les jours, et encore tu n'es pas content? Oui. Alors on voit le mauvais côté. Le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Évidemment, si je décide qu'il est à moitié plein, je vois le bon côté des choses. Oui. Or, la base du Lachon Hara, c'est la tendance à critiquer. Et si on ne fait pas attention à éviter le Lachon Hara vis-à-vis des goyim, alors on tombe dans cette mauvaise habitude. Mais minadin, c'est permis. Il est préférable d'éviter aussi vis-à-vis des goyim. De toute façon, il y a cette condition. Si le magasin goy est un voleur, vous avez le droit de dire c'est un voleur. Et ça fait partie des conditions de Lachon Hara le Tohelet. Il n'est pas permis de dire du Lachon Hara sur un enfant. Imaginez, non mais si vous lui dites son défaut, pour l'éduquer, ça c'est permis. Ça, c'est permis. Mais imaginez qu'il y a une réunion de famille, et puis la maman, elle est avec sa sœur et son beau-frère, et tout, etc. Oh, mon fils, alors, il est insupportable. Quel âge il a, ton fils? Il a 3 ans, 4 ans. Il est insupportable. C'est toi qui ne supportes pas. C'est ton défaut. Pourquoi tu dis du mal de lui? Il est très actif, très nerveux. Comment je fais pour l'éduquer? Ah, ça, c'est bien. Mais si j'en peux plus, à toi, t'en peux plus. C'est ton problème. Alors, il y a 2 cas. Regardez, il y a deux cas. Pour un petit enfant, c'est-à-dire, je crois que le Chafetz Chaim dit jusqu'à 3 ans. J'ai oublié le détail de cette halakha. Mais il y a une différence. Parfois, dire sur un enfant un défaut, ça va se connaître dans la famille et peut-être que ça aura des répercussions négatives plus tard. Vous savez, même un gosse de 3 ans, imaginez qu'il s'est trompé, il a dit un mensonge. Oui, on ne doit pas dire « tu es un menteur ». On peut dire « tu as fait un mensonge ». Alors ça sort tout seul, mais t'es un menteur. On ne dit pas ça, parce que ce n'est pas sa nature. Il a fait un mensonge. Et nous aussi, parfois, on fait des erreurs. Tu as fait une erreur, tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai. C'est un acte, ce n'est pas son être. Dire « tu es un menteur », ça peut causer du tort. Il y aura une cicatrice, il va se rappeler de ça longtemps. Et qui sait s'il ne va pas être rejeté par les copains.
Mon père, il a dit que je suis un menteur. Bon, vous savez, un mot gentil peut faire énormément. Un mot méchant peut faire énormément. La valeur d'un mot, on ne peut pas se rendre compte. Moi, je me suis rendu compte de ça. Parfois, un élève fait une copie. On dit « Ah, elle est très belle, votre copie, c'est très bien. » Eh bien, l'élève se sent mieux. D'ailleurs, vous savez, quand on va chez le médecin, s'il vous fait une ordonnance, vous vous sentez mieux tout de suite, non? Le portefeuille est allégé. On peut tuer quelqu'un avec du lachon hara. On répand une fausse indication, une moquerie, et toute la classe va commencer à se moquer. Tenez, j'ai lu il y a quelques jours une petite histoire. Un rebbe de Heider, je ne sais pas quel âge, mais enfin on peut imaginer 8-10 ans, quoi. Oui, bon. Et les élèves ont bien travaillé, et il a l'idée d'apporter des bonbons. Quels bonbons? Des bonbons au miel. Pas tout le monde aime ça. Bon, alors il distribue, tous les gosses reçoivent leurs bonbons, et puis il y en a un qui prend, et il voit que c'est un bonbon au miel, il va à la poubelle et il crache devant tout le monde. Alors comme c'est l'élève le plus... alors après, tous les gosses, les uns après les autres, vont et crachent. Ils ont tué le prof. Parce que ce prof a voulu rendre service aux enfants. Il a acheté des bonbons que pas tout le monde aime. Et il ne savait pas. Et l'inconscience d'un gosse. Et c'est pour ça c'est très important d'habituer les enfants à ne pas dire ou à ne pas écouter de lachon hara. C'est très très important. C'est toute une tournure d'esprit de rechercher le bien et pas de rechercher les défauts. Et évidemment, le septièmement, il faut éveiller, de ne pas ajouter au tort causé plus que nécessaire. Alors ici aussi, vous voyez, on va dire du mal, mais on va causer un tort qui va se répercuter sur toute la classe, ou dans un cas de commerce, on peut causer un tort. Imaginez que quelqu'un dise « Tu ne l'appelles pas à la Torah, ce bonhomme. Pourquoi ? Il a trompé les clients. » Quel est le rapport ? Il a trompé les clients, va au Beit Din, et puis tranche. Qu'est-ce que tu dis qu'au gabaï de la Beit Knesset, il ne faut pas l'appeler à la Torah? Quel est le rapport? Mais comme j'en peux plus, parce qu'il m'énerve, parce qu'il fait trop cher et tout, alors ça c'est pas Toelet, c'est la haine. Ça c'est interdit. Si quelqu'un souffre et qu'il a besoin de soulager sa douleur, il est permis d'écouter le lachon hara de celui. Il va me raconter, on m'a trompé, on m'a fait honte en public et tout, et j'ai le droit d'écouter parce que j'écoute le Toelet, mais j'ai pas le droit de croire. Ça veut dire quoi, pas croire, puisque je t'écoute? Croire, ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de le dire? Je n'ai pas le droit de le répéter. Tu sais, un tel, il m'a dit qu'il a été vexé par un tel et un tel en public. Pourquoi tu racontes ça? Il s'est soulagé, il t'a raconté ses malheurs, tu l'as écouté, c'était shmia le Toelet, c'était écouter le Toelet, mais je n'ai pas le droit de le répéter. Et c'est très très important, parce que très souvent, il y a des gens qui vident leur cœur. J'écoute patiemment, je fais un sourire, et c'est tout. Eh bien, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, et on va rester là-dessus, Rav Nissim Karelitz Zichrono Livracha était un dayan très connu, un des plus grands dayanim de notre époque, dayan à Bnei Brak, et il avait une patience et un amour du prochain remarquable. Une fois, un dayan m'a dit qu'avant que vienne un din Torah, il sait qu'il aura un ennemi. Parce que pas toujours les deux, ils sont d'accord. Bon, imaginez, il arrive, il y a un din Torah entre deux personnes, et puis, il y en a un qui voit que ça tourne du mauvais côté, il prend un verre d'eau et il le jette à la figure du Rav. Rav Nissim Karelitz, qu'est-ce qu'il fait? Il s'essuie le visage et il continue comme s'il n'y avait rien. Et il discute avec les autres dayanim, avec une telle... Moi, ce qui m'a impressionné, c'est pas qu'il n'a rien dit, parce que ça,
On peut se retenir, mais on n'arrive plus à réfléchir. Non, Rav Nissim Karelitz avait une menuchat nefesh, est capable de réfléchir, qu'est-ce qui est halakha, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et il s'est conduit comme ça. Be'ezrat Hashem, si nous faisons attention à ces 7 conditions, vous savez ce qu'on fera? On va reconstruire le Beth Amikdash. Parlez-en autour de vous. Il n'y a pas de copyright. Plus vous photocopiez ça et plus vous le diffusez, que ce soit le recto ou le verso, plus vous diffuserez ça, plus je serai content et le clan Israël en profitera. Amen.